On passe des mois à préparer l'arrivée de bébé, la chambre, le sac de maternité, le projet de naissance. Mais tout ce qui touche au postpartum, on se dit oh, on verra plus tard, on verra quand on y sera. En tout cas, moi, c'est exactement ce que je me disais quand j'étais enceinte. Sauf que le postpartum, c'est comme l'accouchement. Comprendre avant ce qui va se passer et comment le gérer, ça te permet de beaucoup mieux le traverser. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 choses que je conseillerais à toute future maman pour traverser leur postpartum avec le plus de douceur possible. Et si t'es pas encore enceinte, je te conseille de aussi l'écouter, ça peut être intéressant de le faire avant même d'être enceinte. Bienvenue dans cet épisode de Naître femme, renaître mère. Le postpartum, je trouve que c'est un sujet dont on parle vraiment pas assez. Par exemple, pendant la grossesse, on nous en parle pas. Tout le long de la grossesse, on va nous parler de la grossesse en elle-même, de l'accouchement, etc. Du postpartum, ça va être vraiment vague, juste tu vas allaiter, tu veux pas allaiter, faut se reposer, tu vas être fatigué, c'est tout. Donc, même dans les cours de prépa à l'accouchement, on te prépare pas du tout au postpartum. On n'est pas habitué à en parler. Et encore qu'avec les réseaux, ça commence un peu à en parler, mais il y a un peu de tout et n'importe quoi. Justement, on en parlera dans les points que je vais citer après. Mais le postpartum, c'est vraiment important d'y penser avant, de comprendre ce que ça veut dire, parce que en fait, tant qu'on le vit pas, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et vu que personne nous en parle, on peut pas s'en faire une idée. Donc on est juste dans le flou à se dire je verrai quand j'y serai, comment je vais gérer, mon couple, etc. Toutes ces choses-là auxquelles on se dit je verrai. Et on se focus que sur la grossesse et l'accouchement. Alors que franchement, je le mettrais aussi dans l'ordre de priorité. C'est oui, ta grossesse, qu'elle se passe bien, etc. C'est important. Que tu te sentes bien. Préparer ton accouchement, de toute façon, tu l'auras compris avec moi, c'est ce qu'on prépare au maximum, donc hyper important. Mais la continuité, c'est quand même le postpartum. C'est pas que tu vives un accouchement magique, que tu le vives bien, mais que tu t'écroules après l'accouchement. Certainement pas. C'est pas du tout l'idée. En tout cas, moi, mes clientes, je les accompagne vraiment tout le long. Je les prépare au postpartum. Je les accompagne après la naissance, parce que l'idée, c'est pas que je leur dise tiens, t'as tout pour vivre un magnifique accouchement, mais par contre, après, j'en ai rien à faire si tu fais dépression postpartum. Non, c'est moyen. Et sauf que c'est beaucoup ce qu'on voit. On est vachement abandonné après l'accouchement et ça peut être super compliqué à vivre. Donc là, vraiment, ces 3 conseils, moi, j'aurais adoré qu'on me les dise, parce que moi, pour le coup, je m'étais pas du tout préparée à mon postpartum. Alors que on m'avait démarché, vu que je suis sur les réseaux, etc. Il y a des femmes qui m'ont démarché quand j'étais enceinte pour me dire oui, je suis accompagnante postpartum, il faut s'y préparer. Et j'étais là, écoute, déjà je prépare mon accouchement, le postpartum on verra quand j'y serai. Et elle m'a dit, je me rappellerai toujours de cette nana du coup, mais non, le postpartum ça se prépare avant, pas une fois que tu y es, sinon c'est trop tard. J'étais là, qu'est-ce qu'elle me saoule, c'est bon, elle veut juste vendre son programme et faire de la thune. Non, elle voulait juste faire son job et qui est le bon, c'est-à-dire préparer les femmes à traverser ça. Et mais j'étais vraiment têtue. Vraiment, je me disais mais qu'est-ce que tu veux que j'anticipe en fait? Oui, on va se partager les tâches. Oui, mon couple, franchement, j'ai confiance en lui. Je sais qu'on va s'embrouiller un petit peu, que je vais être fatiguée, mais voilà. Non, franchement, ces conseils là que je vais te donner, j'aurais rêvé qu'on me les donne. Je pense que ça aurait évité pas mal de galères. Je l'aurais mieux traversé. Alors, je dis pas que je traverse pas mon postpartum, parce que je suis encore en soi. Mon bébé n'a que 10 mois au moment où tu m'écoutes. Et le postpartum, déjà, c'est pas 1 mois, 2 mois. Vraiment, on dit souvent que, on peut le voir sur les réseaux, le postpartum dure 3 ans. Donc les 3 premières années de l'enfant, où il est considéré bébé avant de passer à l'âge enfant. Mais moi, j'irais même plus loin que ça. Pour moi, le postpartum, je vais le prendre dans sa définition complète, c'est l'après-accouchement. Donc c'est tout le reste de ta vie après l'accouchement. Parce qu'en fait, du moment où tu deviens mère, ton identité, elle change. T'es plus celle d'avant, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Mais t'as une nouvelle identité qui vient se coller à l'ancienne, qui en crée une nouvelle, enfin voilà, tout un truc pour le restant de ta vie. C'est pas, ça y est, ton enfant il a 4 ans, tu redeviens la même femme qu'avant. Où il y a des choses que tu vas pouvoir peut-être plus faire, etc. Mais ton identité, elle a profondément changé. Donc le postpartum, pour moi, c'est du moment où t'as accouché et jusqu'au restant de ta vie. Mais il y a un moment qui peut être critique, des moments plus compliqués, je dirais surtout la première année de l'enfant. Enfin, ouais, les 3 premières années, mais vraiment la première année, c'est tellement un bouleversement, beaucoup de changements.
que je pense que ça mérite vraiment de s'y pencher. En tout cas, si tu fais partie des personnes comme moi qui se sont dit oui bon je verrai bien, s'il te plaît écoute cet épisode jusqu'à la fin, tu m'en remercieras après. Et si tu sais déjà que c'est un sujet qui t'intéresse, parce que j'ai des clientes qui me disent qu'elles veulent vraiment se préparer au postpartum parce qu'elles ont vachement peur, elles sont vraiment conscientes de ce que ça signifie, donc ça fait plaisir. Donc là aussi ça pourra beaucoup vous aider si vous faites partie de cette team qui va être renseignée. Vous aurez vraiment, je pense, les 3 plus gros piliers à préparer, à avoir conscience. Et du coup, je vais vous donner des petits trucs que vous pouvez faire pendant votre grossesse, ou même si vous n'êtes pas enceinte, le faire avant. Pas tout, parce qu'il y a des choses, c'est inutile de le faire trop tôt. Mais en tout cas, il y a des points qui sont bien de faire avant même d'être enceinte. Si t'es déjà enceinte, c'est pas trop tard, y a pas de souci. Mais tous ces mois, voilà, de les faire en amont pour que ça se passe au mieux. Donc, j'ai fait une intro méga longue. J'ai vraiment un problème, je parle trop. Donc, on va commencer directement avec ces 3 points. Et le premier, qui est vraiment hyper important, je te dirais, c'est de surtout pas te comparer. Bien te mettre ça en tête. Déjà, ça commence pendant la grossesse, sur la grossesse en elle-même, sur l'accouchement et le postpartum. Ça, c'est ravageur en fait. Déjà ça commence avec la grossesse où ça va nous bouffer de se comparer, de dire elle à tes stades elle avait pris que tant de kilos, moi j'ai pris tout ça, ou inversement en disant oh là là mais peut-être que ou j'ai pas pris assez de kilos, est-ce que je mange assez, je nourris bien mon bébé, mon ventre il est trop comme ci, il est trop comme ça, oh elle a grossi comme ça et moi comme ça, mais là je ressens ça et en fait, on n'en termine plus. Et ça, c'est le gros problème de nos jours, dans nos temps, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux, on est sur des applications comme WeMom. Ça, WeMom, honnêtement, je dirais de vraiment doser son utilisation. Vraiment. Parce que il y a tout et rien. Tout le monde se prend pour des professionnels ou de santé ou de accompagnante à la naissance comme moi, etc. Juste parce que elles l'ont vécu. Sauf que c'est pas parce qu'on a vécu une situation qu'on devient expert. C'est pas parce que t'as réussi à faire rapidement dormir ton bébé dans son lit que t'es une experte en sommeil. C'est juste que t'as une expérience avec ton bébé, mais déjà il y a des choses que tu vas peut-être conseiller à une femme qui n'est pas du tout adaptée à sa situation. C'est pour ça que n'écoute pas forcément tout ce que tu vois partout, si ce n'est pas de professionnels en fait, que ça soit de santé, doula, accompagnante périnatale, etc. Mais des personnes vraiment formées à ça. Donc oui mom, c'est pour ça que attention à ce que tu lis parce que franchement je trouve que ça fait assez flipper. Moi j'en ai été consommatrice dans mes essais bébés, je découvrais, je me sentais seule et puis j'étais là mais et mon dieu c'est un nid à conneries. Et en fait tu te fais plus flipper qu'autre chose au moindre truc. Oui les filles j'ai ça, vous pensez quoi? Et t'as l'autre qui va dire ah ben moi quand j'ai eu ça c'était une grossesse extra-utérine, tu devrais aller aux urgences. Et ça n'en finit plus, ça pendant la grossesse, le postpartum, mon bébé sent comme ça. Ah mais moi qu'il avait ça, c'est parce qu'il était gravement malade. Enfin, vraiment cet effet-là, j'irais d'un peu le bannir ou de vraiment doser. Et c'est pareil pour les réseaux. N'allez pas vous comparer avec tout ce que vous voyez. Donc là, je parle là pour le côté Wimop, c'est pas vraiment dans la comparaison, mais plus attention à ce que vous écoutez. Mais ça, je le mets vraiment dans le même sujet. Et les réseaux, plus pour la comparaison, on va voir des personnes, des influenceuses, des personnes comme moi, accompagnante périnatale, où je montre aussi un peu de ma vie, mais dans le cadre de la maternité. Ce que vous voyez, c'est une petite partie d'un moment, à un instant T. Une photo, une vidéo, où tu vois ou la future maman, ou la maman qui a accouché, pimpante, aucun cerne, la maison est propre, elle est toute souriante et tout. Je peux te garantir que c'est pas ça la réalité. Pas tout le temps. Tu peux être cette femme-là, tu peux être hyper pimpante, hyper motivée, mais en tout cas, on le voit énormément sur les réseaux, que des morceaux comme ça fragmentés de la vie de ces personnes où tout est beau, tout est rose, alors que en fait, elle a très bien pu se maquiller juste avant de faire juste cette photo ou cette vidéo, aller dans un coin de sa maison où elle a juste tout poussé pour que ça ait l'air rangé, faire des grands sourires, alors qu'une heure avant, elle pleurait parce qu'elle était fatiguée. Donc c'est pour ça, ne vous comparez pas, parce que c'est pas la vraie vie. Les réseaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir passé une nuit de merde, de m'être levée en pleurs, d'avoir crié, être à bout de nerfs, et faire mes petites stories tranquilles, fille, ça va, gna gna gna, comme si de rien n'était, et tout le monde va se dire de l'extérieur, oh là là, Elisa, elle est toujours souriante, ça va toujours. Non, il y a des fois où moi aussi je pleure, je suis à bout, j'en peux plus, mais j'essaie de le montrer un petit peu justement pour montrer que c'est ça la réalité.
Mais il y a des fois où c'est mon côté, c'est montrer ma vulnérabilité, donc j'aime pas trop le faire non plus. J'essaie de faire un peu pour vous montrer, mais voilà, ça reste, c'est mon truc à moi. J'ai pas forcément tout envie de dire, ah bah là ça va pas. Après ça fait celle qui se plaint en plus, bref. Mais vraiment juste ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur vous, votre état de la grossesse, sur l'accouchement. Quand vous lisez qu'une femme, ça s'est passé comme ci, comme ça, ne vous dites pas vous ça va être pareil. Ou si vous vivez votre accouchement et que vous voyez que d'autres vont le raconter d'une manière, peut-être qu'elles l'ont mieux vécu que vous, moins bien. Qu'importe le sujet, ne vous comparez pas en fait, parce que la comparaison elle est jamais bonne. Et d'autant plus vraiment quand on devient maman, que ça y est on a notre bébé. C'est le pire truc de se comparer. Par exemple, elle a l'air moins fatiguée, son bébé il est plus facile, etc. Parce que déjà, chaque bébé est différent. Donc, il peut y avoir une maman qui a un bébé qui est très facile, qui fait rapidement ses nuits, qui tète bien, prend bien bibi, etc. Et du coup, bah, c'est plus facile déjà pour elle. Alors, je dis pas que c'est qu'il y a pas de difficulté, mais c'est plus facile qu'une maman qui a un bébé qui galère pour la tétée ou le bibi à chaque fois, c'est la cata, qui dort très 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 mal, arrive pas du tout à faire ses nuits, tu peux pas le poser, il a tout le temps besoin d'être porté. Ou par exemple une maman qui a un bébé qui a un RGO, ben c'est pareil. Clairement, ces mamans-là n'ont pas la même vie qu'une maman qui a un bébé qui n'en a pas. Clairement, qu'on se le dise. Et donc cette femme-là, forcément, elle va être beaucoup plus fatiguée parce qu'elle dort beaucoup moins. Elle est toute la journée dans des pleurs, dans de la difficulté, contrairement à l'autre qui, elle prend son bébé, elle berce, elle pose, son bébé, il dort. Que l'autre, elle est là, elle veut le poser à chaque fois le bébé se réveille, donc elle est obligée de le garder dans les bras, après faire du portage, tout ce qu'elle peut pour que son bébé arrête de pleurer. Donc déjà, elle est tout le temps mentalement épuisée de se dire j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais réussir à le faire dormir, j'espère qu'il va pas trop pleurer, j'espère que cette nuit ça va aller. On n'en finit plus avec la charge mentale. Donc c'est pour ça tu ne sais pas la vie qu'a les autres mamans. Donc ne te compare pas. Ne te dis pas elle tient mieux que moi c'est plus dur. Parce que s'il faut, toi avec ton bébé, c'est plus difficile. Donc c'est le premier point, vraiment on se compare jamais. Et même si une maman galère plus que toi, son bébé est plus compliqué que toi, ça a l'air simple, que tu dis bah alors pourquoi je me sens moins bien, je devrais pas, c'est pareil, tu te compares pas. Chacun vit les choses à sa manière. Chacun a plus besoin de sommeil que d'autres, certains vivent mieux que d'autres le manque de sommeil, peut-être que émotionnellement le bouleversement hormonal tu le vis moins bien qu'une autre personne qui pourtant galère de ouf avec son bébé. Enfin vraiment, il y a tellement d'éléments qui font que t'as rien qui est comparable, donc te compare pas. Et en fait, il faut que tu sois ok avec ce que tu ressens. Si t'es trop fatigué, va pas te dire elle est moins fatiguée, t'es fatigué, c'est comme ça, t'as besoin de repos. Oui, c'est dur. En fait, c'est vraiment accepter ce qu'on ressent au lieu de d'aller se comparer en disant ouais, mais je pourrais faire mieux parce qu'elle, on s'en cogne. Accepte ce que tu ressens, accepte que tu passes par des difficultés, que tes émotions, voilà, ça se chamboule, que c'est compliqué. Il faut l'accepter tout ça. Et d'ailleurs, vraiment hyper important, si c'est dur, que tu ressens vraiment un épuisement mental, émotionnel, que tu te remets beaucoup en question, que tu as du mal à vraiment avoir plus de moments où tu es joyeuse que triste, là je t'invite quand même à te rapprocher d'un professionnel de santé pour en parler, parce que faut pas négliger la dépression postpartum, on en parle pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup plus que ce que les chiffres nous disent, parce que on nous dit il y a 20-25% de dépression postpartum. Sauf que ça, c'est des femmes qui se sont fait reconnaître la dépression. Il y en a plein qui vont le garder pour elles et ça va durer pendant des années comme ça. Donc si tu ressens vraiment une grosse fatigue permanente, mais vraiment beaucoup plus que on est toutes fatiguées, mais vraiment t'arrives vraiment pas à te poser, ça te rend ouf un peu, que t'as vraiment beaucoup de pensées parasites, que t'es très négative, que t'as du mal à apprécier les moments avec ton bébé, que tu regrettes un peu ta vie d'avant, bon ça tu peux y passer, mais que c'est vraiment intense, que t'es très irritable, que tu pleures beaucoup. Les premiers jours ça peut arriver, tu peux avoir un petit baby blues, mais ça dure pas plus de 2 semaines. Si vraiment ça dure, que ça dure au-delà de 2 semaines et que vraiment tu passes beaucoup plus de moments négatifs que positifs, vraiment n'hésite pas. Tu peux en premier, je te dirais, de contacter ta sage-femme, elle est vraiment là pour ça.
Elle est vraiment là. Si t'avais pas une sage-femme, t'avais un gynéco qui te suivait, tu peux te rapprocher de l'hôpital où t'as accouché pour voir une sage-femme. Est-ce que tu as le rendez-vous entre 6 et 10 semaines postpartum avec cette sage-femme? Déjà, tu peux en discuter avec elle de comment tu te sens, mais si tu ressens le besoin de parler avant, tu le fais. Et si au moment où t'as eu le rendez-vous salé et que c'est après que ça va plus, tu reprends rendez-vous. C'est hyper important de se faire accompagner, de pas avoir honte surtout. Et même si tu veux m'écrire à moi pour que je te conseille vers qui aller, vraiment n'hésite pas. J'ai pas envie que des personnes qui me suivent, qui m'écoutent, finissent en dépression postpartum alors que j'essaie de donner des éléments pour que ça se passe bien. Donc n'hésitez surtout pas à me solliciter, mais vraiment en premier, les professionnels de santé, si vous le sentez, allez vers eux. Ils vous redirigeront vers la bonne personne, le bon psychiatre, ce qu'il faut pour vous aider. Vraiment, c'est hyper important. Mais ce qu'il faut retenir de ce premier point, on ne se compare jamais à personne, que ça soit son bébé, son couple ou soi. Le deuxième point, c'est de préparer son couple au postpartum pendant la grossesse. Et c'est cet élément que je te disais au tout début, que c'est pas mal de le faire quand on est ses bébés, ou tu songes à tout ça. De préparer, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit que on s'aime, qu'on sait qu'il va y avoir des difficultés, qu'on sera plus irritable, peut-être un peu plus d'engueulade parce qu'on sera plus fatigué, mais qu'on va le traverser. C'est complètement fou de penser ça, mais je l'ai pensé. Et c'est humain de penser ça parce que on se dit qu'on s'aime, que dans tous les cas on va réussir à affronter la chose et que on fait ce bébé par amour, parce qu'on fait pas un bébé pour faire en sorte que son couple va mieux. Loin de là, justement, vous allez le comprendre avec cette phase. Mais voilà, préparer son couple au postpartum sur différents points que je vais aborder. Ça évitera d'arriver, enfin en tout cas on va essayer au mieux d'éviter le baby clash parce que ça fait chier. En tout cas c'est pareil, ces éléments j'aurais vraiment rêvé les avoir avant, donc pendant ma grossesse par exemple, et éviter le baby clash parce que je peux vous dire que j'y suis en plein dedans. Là ça va mieux quand même parce que aussi je me forme, je me renseigne, etc. Donc ça permet d'aider à tout ça. Mais moi c'est aussi mon métier qui fait que du coup je suis tout le temps en plein dedans en train d'apprendre, qui du coup ça m'aide moi-même dans ma vie. Mais du coup l'anticiper c'est mieux, ça évite d'être en plein dedans, en tout cas de le limiter. Donc déjà qu'est-ce que c'est le baby clash? Ce terme, c'est juste voilà le couple à l'arrivée du bébé qui clash tout simplement. C'est pas forcément à cause du baby, comme on dit, c'est plus ce changement de vie, on n'est plus seul avec son conjoint ou sa conjointe, il y a un autre être de qui il faut s'occuper, donc ça fait beaucoup plus de taf. Et il peut y avoir du coup beaucoup plus d'embrouilles liées à plein d'éléments. Je sais pas, la fatigue, les finances, l'organisation, tout plein de choses qui font que voilà, il peut y avoir ce baby clash. Il y a vraiment, on dit qu'il y a 2 couples sur 3 qui le vivent. Donc en soi, c'est pas grave, moi je dirais d'aller dedans, mais c'est bien de le repérer quand on y est pour savoir quoi faire pour en sortir. Au lieu d'y rester et de potentiellement finir sur une séparation qui aurait pu être évitée. Parce que se séparer quand vraiment ça va vraiment pas, c'est ok. Mais se séparer quand en fait c'est juste qu'on n'a pas réussi à régler ce baby clash qui pouvait complètement se régler quand on a les bons outils, c'est hyper dommage parce que on a fait un enfant pour être une famille et on se déchire parce qu'on n'a pas les bons outils. Et donc tout ça peut vraiment s'anticiper. Moi j'aurais aimé l'anticiper, donc on se déchire pas, on n'en est pas du tout à ce point, on comprend totalement ce qui se passe, voilà. Mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus profond, donc autant l'anticiper, y être préparé. Donc pendant votre grossesse ou vos essais bébés, etc., je vous dirais de vous faire un petit point avec votre conjoint, votre conjointe pour parler de votre couple et de tout ce qui va suivre pendant ce postpartum. Déjà, le premier point, c'est de vous... Déjà, tout seul, vous pouvez le faire, c'est de vous dire les petites choses qui peuvent vous énerver chez votre partenaire. Ça peut être des trucs à la base, vous dites, bon, ça me saoule un peu, mais ça passe, je m'en fous, fais abstraction, voilà, on a des qualités, on a des défauts, je sais pas, ça peut être, il laisse tout le temps traîner ses chaussettes, c'est un peu chiant, mais bon, ça va, j'accepte. Et tous ces points-là, qui pour vous semblent, bon, ça va, vous pouvez vous le noter, ou s'il y a des plus gros points, des sujets d'embrouille plutôt récurrents, c'est pareil, le noter. Vous pouvez dire à votre partenaire, du coup, de faire exactement la même chose, qu'il note tous les petits trucs qu'il accepte, mais
ça le saoule un petit peu qu'il note et les gros points. Ça, vous faites un point ensemble. Vous en parlez en vous disant, bah voilà, moi, c'est vrai que quand tu laisses traîner tes chaussettes, bon, je dis rien, je m'y suis habituée, c'est chiant, mais bon, je savais qu'il n'y a pas mort d'homme. Ben, c'est essayer de régler tous ces petits trucs qui vous dérangent, parce qu'en fait, dans le postpartum, quand il va y avoir tout ce qui est fatigue, charge mentale, s'occuper de ce bébé qui prend toute cette place, tous les petits trucs qui vous semblaient insignifiants vont prendre une ampleur. Et là, les chaussettes, quand vous allez les retrouver, vous allez les prendre, lui balancer à la gueule et lui dire qu'il vous casse les et que ces chaussettes, il se les fourre. Putain, quelle vulgarité. Donc, vous parlez de ça pour essayer de trouver des petites solutions. Dire, bon, ben là, tes chaussettes, va vraiment falloir bosser sur ça. Va falloir que tu penses à les mettre dans la corbeille. Parce que quand il y aura bébé, il y aura pas que mes affaires qui traitent, mes affaires et tes affaires et des chaussettes par terre. Il y aura les bodys, les linges, la fatigue. Et donc, ramasser tes chaussettes, mais ça me saoule. Voilà. Mais ça, voilà, c'est en parler pendant, avant que bébé arrive, toutes ces petites choses pour voir tous les petits efforts que vous pouvez faire chacun de votre côté pour que ça se passe au mieux. Ou même s'il y a des choses où c'est plus fort que vous, là, ces chaussettes, vous y arrivez pas, vous avez beau vous dire, il faut que je les range, mais vous rentrez du boulot, vous les posez sur le canapé, et vous oubliez. Ben, si votre partenaire vous engueule parce que vous avez laissé traîner les chaussettes alors que normalement il le faisait pas, mais vous comprendrez. Vous serez pas là en mode mais qu'est-ce que t'as? C'est les hormones, t'es folle, parce que là ça crée encore plus d'embrouille. Non, vous en avez parlé avant, vous savez que ça saoule que l'autre laisse traîner les chaussettes, donc si elle vous engueule, c'est ok parce qu'elle me l'avait dit, c'est vrai je l'ai pas fait, faut que j'essaie de faire l'effort, ou en tout cas je m'excuse. Parce que rien que le fait de dire je suis désolée mon cœur, c'est vrai tu me l'as dit, j'ai pas pensé, faut que je le fasse, et de se laisser se faire engueuler, déjà ça aide parce qu'il y a de la compréhension. Et ce qui crée finalement beaucoup d'embrouilles et qui peuvent aller plus profondément, c'est ce manque de compréhension. C'est des fois on va, en plus les hommes du coup, désolé, je dis les hommes, hein, mais on va avoir tendance à mettre un peu des fois nos petits moments de colère, de reproche sur le compte des hormones. Non mon vieux, les chaussettes, elles font chier, je suis fatiguée. Donc et ça du coup c'est encore plus énervant parce qu'on est là mais non mais c'est pas qu'une histoire d'hormones. Alors oui je suis fatiguée etc, oui il y a la chute hormonale, mais du coup ces petits trucs que j'acceptais avant qui me faisaient quand même chier mais que j'acceptais, là je ne les accepte plus. Et ça, le fait de le comprendre, du coup, ça va vraiment vous aider après. Donc là, cette conversation ensemble, il faut l'avoir bien sûr dans de bonnes conditions, pas en mode ça y est, on va se faire des reproches. Non, parce que vous allez vous embrouiller, c'est pas le but. C'est vraiment le faire calmement, en disant bon voilà, ces choses-là, c'est bien qu'on en parle, pour qu'après ça se passe au mieux, etc. Donc tous les problèmes dans votre couple qui doivent être réglés, que ça soit le traînage de chaussettes ou des plus gros sujets d'embrouille qui reviennent, c'est vraiment discuter pendant la grossesse pour voir comment faire en sorte que ça change, pour qu'à l'arrivée de bébé, il n'y ait plus ces sujets-là. Parce que ces sujets-là, quand ils vont revenir déjà plus souvent et ils vont faire x10, voire beaucoup plus. Et du coup, c'est beaucoup plus dur à gérer et émotionnellement, on est plus sensible. Donc voilà, avec tout ce yo-yo, oui, il y a ces hormones, donc oui, peut-être on va pleurer plus facilement, mais autant limiter la casse et préserver au mieux le couple. Ensuite, vous allez pouvoir parler, donc là, je vous dirais de casser en deux cette discussion, enfin, la faire en deux points. C'est une seule discussion sur tous les problèmes à régler, les petits trucs, c'est tout. Il y a déjà tout ça à digérer. Après, vous en faites une autre sur les autres points. Donc les autres points, il y a parlé de l'organisation, la répartition des tâches pour après l'accouchement. Donc même si au moment du postpartum, les choses elles peuvent changer, c'est qu'il y en a un qui va dire moi je fais le linge et toi la cuisine, s'il faut ça va un petit peu changer après. Mais au moins en sachant déjà avant qui fait quoi, ça limitera aussi les embrouilles. Donc voilà, vous répartissez les tâches en 50-50. Il n'y a pas une personne qui fait plus que l'autre. Sauf les premières semaines, nous, la personne qui a accouché, on a quand même besoin davantage de repos parce qu'il faut qu'on se remette de l'accouchement, émotionnellement et physiquement. Donc là, moi, c'est ce que je conseille en tout cas à mes clientes et à leurs partenaires, c'est que le partenaire ou la partenaire fait tout. Oui.
C'est-à-dire que la maman, elle est là collée en peau à peau tout le temps. Donc à peine donner le sein. S'il y a du bibi, là il peut prendre du relais. Mais du coup, l'idée c'est qu'elle se repose au max au moins pendant 2 semaines pleines, pas à faire de ménage, pas à faire la bouffe. Toutes ces choses-là, on fait pas. La bouffe, vous pouvez l'anticiper et le dernier mois de grossesse, vous faire des plats que vous congelez. Nous, c'est ce qu'on avait fait, au moins on se prenait pas le choix avec ça. Et le ménage, c'est pas grave si c'est pas tous les jours nickel, mais se dire que c'est plutôt le partenaire, le coparent qui s'occupe de ça sur les premières semaines, surtout pendant le congé pater quand ils sont là, parce qu'après vous allez vous retrouver peut-être avec plus de choses, et donc c'est là où je parle que c'est bien de partager les tâches en 50-50, même si c'est vous qui êtes plus à la maison et lui qui reprend le boulot, vous êtes pas là en train de faire bronzette et de vous la couler douce pendant qu'il est au boulot, vous vous occupez d'un bébé, donc il y a toute la charge, les pleurs, le changement de couche, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que là il est bien changé, est-ce que... Bon, plein de questions, donc en fait vous êtes fracassés. Vous êtes tous les deux fracassés, mais pour des raisons différentes. Donc après ce premier temps de coucounage où vous foutez rien, vous foutez rien, non, vous vous occupez de votre nouveau-né, vous vous remettez de l'accouchement. Donc voilà, vous repartissez l'état, vous voyez exactement comment vous voulez gérer votre truc, mais d'en parler avant, parce qu'une fois l'arrivée de bébé, vous pouvez en parler, mais peut-être vous utiliserez d'autres points en mode ah oui mais moi je fais tout le temps ça, et toi tu fais pas ça, mais tu pourrais faire plus ça. Bon bah là ça mène à rien. On peut en parler avant, voilà. Et après vous faire un autre point après l'accouchement, dans les semaines à venir, surtout quand le coparent reprend le boulot, pour refaire un check de cette répartition des tâches. Est-ce qu'il faut un peu le bouger? Est-ce que ça marche bien comme ça? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va tout le monde? Voilà. Donc un point avant, un point après. D'ailleurs pour ces points je vous conseillerais d'en faire régulièrement. Donc pendant la grossesse pour préparer ce postpartum, et pendant le postpartum vous faire des petits points, donc un après l'accouchement, quelques petites semaines, un pour la reprise du travail du coparent et même des deux pour la reprise du travail. Les deux vont reprendre une vie active, donc comment on partage les tâches comme on le disait, mais aussi sur les activités. Moi j'ai envie de faire du sport, oui moi j'ai envie de faire ça, ok comment on fait? Toi t'as 2 heures là, moi j'ai 2 heures là, mais vraiment que ça soit écrit, que ça soit carré. Parce que si on le dit comme ça, oui, bon, toi tu iras faire ton sport là, moi j'irai faire ma peinture là, et dans le vent, et en fait des fois l'un va oublier, va bouffer le temps de l'autre, et là c'est là où t'as des embrouilles, c'est quand le temps de chacun est mal réparti. Quand un a plus de temps que l'autre, l'autre va tout le temps lui en vouloir, en fait. C'est-à-dire, mais tu bouffes mon temps. Donc, ça, l'anticiper. Donc, qui fait quoi, à quel moment. Moi j'ai le jeudi, toi t'as le samedi, bon non c'est rien, vous vous répartissez comme vous voulez, mais en tout cas vous faire votre petit planning pré-reprise du boulot pour les deux. Un autre gros sujet auquel des fois on peut ne pas forcément penser, mais c'est les finances. Parler de vos priorités en termes de budget. Est-ce que ça serait plus pour avoir une aide ménagère? Est-ce que c'est plus pour acheter des jouets, du matériel, de l'électroménager pour vous faciliter la vie, comme je sais pas, un robot aspirateur. Bon ça pour le coup vraiment, je trouve ça vraiment génial, c'est un gain de temps et d'énergie, c'est pépite. Mais voilà, c'est voir comment vous voulez voir votre budget, quelles sont les priorités. Est-ce que la priorité c'est de se faire un resto tous les mois ou de pas trop en faire rien que tous les 3 mois pour mettre de l'argent de côté et partir tous ensemble en vacances? Mais vous l'anticipez, parce que c'est pareil, si vous le voyez d'une certaine manière les dépenses et l'autre pas de la même manière, vous pouvez vous en vouloir mutuellement ah mais là tu veux pas dépenser de l'argent pour ça, ah mais là toi tu le dépenses pour ça alors que faudrait qu'on fasse ça. Ça aussi ça peut créer des tensions. En fait vraiment tous ces échanges, tous ces points, ça va vous éviter un max de tensions et de potentiels baby clash. Donc communiquer sur les priorités et vous mettre d'accord sur des points, ok pour ça, l'argent commun, pas l'argent commun. Et voilà, vous pouvez vous faire un petit listing, vous dire là on peut faire un compte commun ou comme ça pour mettre tous les mois tant, et on se dit que ça à chaque fois c'est pour des activités, ça c'est que pour bébé, ça c'est pour les vacances. Enfin vous vous organisez comme vous voulez, mais en tout cas anticipez ce sujet-là.
Ensuite, parler d'un sujet qui est hyper tabou en France, même partout, je crois, et pourtant il est hyper important, c'est la sexualité. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Plein de femmes, du coup, se sentent nulles alors que tout le monde vit la même chose. Je pense que c'est important d'en parler pour expliquer que après l'accouchement, ça va pas être comme avant. Enfin, pas être comme avant. Il va pas y avoir un petit temps où le premier mois on se remet souvent physiquement. S'il y a eu une déchirure, une épiso, une césarienne, ça va prendre plus de temps pour se remettre déjà physiquement, mais émotionnellement, faut leur expliquer à ces messieurs que ça reste un chamboulement aussi. Donc c'est se dire, pour certaines femmes, elles peuvent se dire, j'ai fait sortir un bébé par là et quelque chose va rentrer par là. Je vous jure que pour avoir échangé avec des mamans, il y en a qui ça perturbait énormément et qui sont restés bloqués un long moment. Donc ça c'est bien d'en parler ensemble pour dire peut-être qu'au début j'aurais pas trop envie parce que par rapport au fait que j'ai donné la vie par cet endroit ça va me déranger, il va me falloir un petit temps pour m'adapter. Après il faut aussi savoir qu'avec les hormones, la chamboulement hormonal, la montée de lait, etc. Ça ça flingue ta libido au début, mais pour les hommes aussi, vraiment l'accouchement, il n'y a pas que chez les femmes chez qui il y a un chamboulement, mais il y a aussi chez les hommes, il y a une baisse au niveau de la testostérone, donc ça calme un peu leur libido. Vraiment, la nature est bien faite parce qu'on sait à quel point ces messieurs, pour la majorité, il leur faut leur dose, sinon ils sont casse-pieds, sauf qu'après l'accouchement, on n'a pas que ça à penser, vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, se dire, écoute, en fonction déjà du bébé qu'on aura, des nuits qu'il fera, etc., ça sera peut-être plus difficile. L'envie au début, elle sera certainement pas là. Ça peut durer quelques semaines, voire plusieurs mois. Ça veut pas dire qu'il se passera rien pendant des mois, mais si c'est le cas, c'est ok. En fait, c'est juste que ne pas le prendre au dépourvu. Là, c'est plus pour lui que pour vous, mais qu'ils se disent pas après l'accouchement, bon ça y est, là ça fait un mois, elle s'est remis, pompez up. Et que vous dites non, franchement, je me le sens pas. Là, il peut se sentir frustré et il va y avoir des embrouilles. Que si il sait avant que s'il faut pendant 6 mois, vous allez vouloir rien faire ou une fois en 6 mois, il sait déjà, il peut se préparer mentalement à se dire bon, elle m'a prévenu, je peux pas du coup lui casser les pieds. Et je pense que c'est intéressant d'en parler et de pas se foutre la pression aussi sur ça. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Mais si vous sentez que il vous faut juste, que lui il fasse le pas vers vous, que vous êtes tellement fatigué que vous avez pas envie de faire le pas, mais une fois que c'est l'acte a commencé, vous êtes contente, c'est lui expliquer aussi, lui en parler. Et ça, vous pouvez aussi en reparler du coup après l'accouchement parce que ça peut être un peu abstrait avant. Mais c'est quand même bien d'en discuter, de dire que ça sera différent, que ça va prendre du temps avant de se remettre, que pendant un temps il y aura peut-être pas d'envie, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'au début ça va vous faire mal et que du coup va falloir attendre. D'ailleurs, si vous avez des désagréments physiques, des douleurs, etc. après la grossesse, c'est important aussi d'aller en parler à votre sage-femme. Faut regarder que tout aille bien, regarder pour la rééducation, ça aussi ça sera plus facile après la rééducation. Mais vous aider aussi parce que des fois il peut y avoir des douleurs mais qui sont liées au mental en fait, donc c'est regarder un petit peu tout ça pour que vous vivez bien votre sexualité et qu'il n'y ait pas de tension avec votre partenaire à cause d'éléments comme ça, parce que c'est bête et sauf qu'on sait que ce sujet c'est quand même un gros sujet. En même temps, l'enfant on l'a pas fait en enfilant les perles. Bref, donc parlez de tout ça et n'hésitez vraiment pas à en parler à votre sage-femme. Vraiment, c'est trop un sujet tabou alors que pas du tout. Enfin, votre sage-femme elle sera pas surprise, il y a aucun souci à en parler. Mais vous sentez pas, dites pas que vous êtes seul si pendant 3 mois vous avez pas du tout envie de faire cracra-boum avec votre partenaire. La majorité des femmes sont dans ce cas. La plupart des femmes sur la première année qui vont le faire, c'est pas de leur initiative. La première année, en fait, hormonalement, tout est fait pour que on soit juste là pour notre bébé. C'est vraiment hormonal. Qu'on soit en hyper-vigilance sur ses besoins, tous ses besoins primaires. Donc nous, nos besoins à nous, déjà, ils sont plutôt mis de côté. Mais du coup, on est tellement à notre bébé, à s'occuper de lui, on est fatigué, on a la charge mentale, etc. que franchement, ce qui se passe dans le lit, à ce moment-là, mais on s'en cogne, on a juste envie de pioncer. Donc on n'a pas forcément envie d'aller embrayer les choses, quoi. On a plutôt envie de dormir. Eux, même avec la fatigue, voilà. Donc c'est un sujet
où il faut vraiment en parler, en reparler après, mais voilà, bien comprendre que pendant plusieurs mois, il va falloir que il se débrouille comme un grand. Voilà. Après, parler aussi des visites par rapport à la belle famille, aux amis. C'est que lui, il peut faire venir grave sa mère, sa sœur, et vous, ça vous gonfle, ou vous faites que venir votre meilleur ami, et lui, ça le gonfle. Ça, c'est d'en parler avant, vous mettre d'accord sur, ok, ta mère, je l'aime bien, mais pas plus de tant d'heures tous les temps de temps. Ta meilleure copine, la pipelette, je l'aime bien, mais par contre que là, voilà, c'est vous mettre d'accord un petit peu sur les visites, même à la maternité après l'accouchement, et surtout, je dirais d'être, c'est que mon avis, mais d'être un petit peu égoïste, c'est qu'à la maternité, oui, c'est votre enfant à tous les deux, mais c'est vous qui avez accouché. Et donc, si vous avez pas envie d'avoir la belle doge qui vient vous parler pendant que vous êtes en couche, c'est lui en faire part, lui dire, écoute, j'adore ta mère. Bon, je donne l'exemple de la mère parce que c'est ce qui revient beaucoup. Mais à la maternité, j'ai pas envie de visite, j'ai pas envie, je suis en couche, je suis tout le temps laissée à l'air parce que j'allaite, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire l'effort, de faire la causette, ou voilà, j'ai juste envie d'être tranquille, donc j'ai pas envie de visite. Ça, je pense que faut être un peu égoïste, c'est de lui dire ah oui, mais moi j'ai trop envie de faire venir ma mère. C'est voir avec lui s'il n'est pas ok d'attendre rien que 3 jours que vous rentriez pour juste profiter de ces instants à trois si vous en avez pas envie. Enfin, c'est pas lui qui va être en couche en fait avec une montée de lait, etc. Donc mais voilà, en parler avant, ça permet de mûrir aussi la chose, de l'accepter s'il n'était pas trop d'accord, et voilà, que le prendre direct le jour J, non, ta mère elle viendra pas, normal qu'il va y avoir des embrouilles. Et donc c'est pareil pour l'après. Comment on s'organise pour les visites, à quelle fréquence, etc. Ça évitera, encore une fois, pas mal d'embrouilles. Et le point, je pense, le plus important, en fait, en couple, que ça soit pour éviter le baby clash, notre couple, et pour nous-mêmes bien se remettre physiquement, émotionnellement, etc., c'est de se renseigner à fond sur le postpartum. Déjà, cet épisode, je pense qu'il va bien t'aider. Mais vraiment, c'est te renseigner, que ça soit par la lecture, les accompagnements, les réseaux, faut doser, hein, fais attention qui t'écoute, regarde bien que ça soit des pros dans leur domaine, et pas juste une maman qui a 3 enfants et qui veut te donner des conseils postpartum parce qu'elle a été juste maman 3 fois. Voilà. Mais se préparer à fond, ça évitera beaucoup de surprises déjà, parce que tu sauras comment t'y préparer, et au moins quand tu traverseras telle épreuve et telle épreuve, tu savais déjà que tu passerais par telle épreuve, comment l'affronter, quels outils peuvent t'aider, comment l'accepter. Pareil pour quand t'as des conseils non sollicités autour de toi de personnes déjà parents qui veulent te donner leurs conseils. Alors autant il y en a où c'est vraiment bienveillant, c'est pour t'aider parce qu'ils voient que là t'as une difficulté, ils veulent t'aider. Bon, des fois c'est un peu lourd, mais ok. Ou des personnes qui veulent te donner juste leur avis sur telle manière de faire. Non, mais là il faut plutôt faire comme ça, etc. Le fait d'être enseigné et de déjà tout savoir sur le postpartum, même si tu l'as pas encore vécu, déjà toutes ces remarques non sollicitées, ça va faire ça, et ça va rentrer dans une oreille, ça va ressortir par l'autre. Moi je mime, mais pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous allez rien comprendre. Ça permet d'être moins perdu aussi. Donc vraiment la connaissance, l'information, c'est vraiment du pouvoir. Ça permet de tout traverser. C'est comme la grossesse, comme l'accouchement. Mieux tu sais ce qui peut se passer, comment le traverser, et mieux tu le vivras. Le troisième point, c'est de savoir demander de l'aide. Vraiment, il faut arrêter de se dire que on est des warriors, des superwomen, etc. et qu'on est capable de tout porter sur nos épaules. Parce que oui, on est capable de beaucoup de choses, que ce soit la grossesse, l'accouchement et le postpartum avec notre bébé. Mais dans quel état on finit? C'est hyper important d'être entouré de personnes qui peuvent t'épauler, qui peuvent t'écouter, qui peuvent te soutenir, te donner un coup de main quand tu en as besoin. Mais rien que parler, vraiment parler, ça fait un bien fou. Moi, je vois avec des clientes, des fois ça va pas trop, elles savent pas trop pourquoi, que ça soit pendant la grossesse ou après. Juste, hop, on s'appelle, on en parle, d'avoir déjà une personne extérieure qui arrive à enlever ce brouillard, le dissiper, mettre beaucoup plus de clarté dedans. Qu'est-ce que ça aide? À chaque fois, elles me disent, mais merci, je me sens
tellement mieux maintenant. Mais parce que ça, donc juste avoir une personne sur qui compter, que vous savez que vous pouvez lui parler. Ça peut être une personne de votre famille, une amie, ça peut être votre sage-femme, un psy, même si vous dites bah un psy c'est pas mon ami, enfin fait chier de parler avec un psy. Oui mais si c'est comme ça que tu trouves que ton entourage t'as aucune oreille attentive et bienveillante, eh bien écoute, vaut mieux parler à un psy qu'à personne. Et c'est pas tabou, on n'est plus dans les années 40 où il fallait être complètement fou, schizo et tout pour aller voir un psy. Non, c'est ouvert à tout le monde. Donc vraiment entourez-vous. Osez demander de l'aide, n'attendez pas d'être complètement lessivé, à bout de nerfs pour vous dire bon allez, je vais peut-être demander de l'aide, parce que sachant vraiment vos amis, vos vrais amis et votre famille proche, ils attendent que ça, que vous demandez de l'aide. Est-ce que tu peux venir cet après m'aider pour ranger un peu, me faire une lessive et tout? Mais eux, ils seront trop contents. Parce que déjà, le fait de vous aider, si vraiment ils vous aiment, normalement c'est ça les amis, bah ils feront avec plaisir, ça vous fera du bien, donc ils seront contents. En plus, ils vont pouvoir vous voir et voir le bébé. Donc pour eux, c'est tout bénef. Oui, ils viennent faire une petite tâche, mais c'est toujours plus facile à faire chez les autres que chez soi déjà. Enfin, imaginez-vous, vous avez une amie qui a accouché, est-ce que vous avez envie de la retrouver en dépression postpartum ou qu'elle vous ait écrit pour qu'un samedi après-midi vous venez lui faire son ménage? Avec plaisir, vous allez faire son ménage. Bah, vous, c'est pareil. Faut pas se dire que vous le ferez, mais les autres, ils le feraient pas pour vous. C'est pareil, donc vous pouvez même établir une espèce de planning avec votre mère, votre belle-mère. Bon, elles sont à la retraite, c'est un peu plus pratique. Mais une personne où vous savez qu'au moins une fois par semaine, elle peut venir vous voir, que ça soit pour vous écouter, vous apporter un petit plat, vous passer un coup d'aspi, vous plier le linge. Ben rien que ça, de dire ok, je sais que tous les jeudis, j'ai ce moment avec une personne extérieure et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Vous n'êtes pas juste isolé, seul chez vous, avec juste votre partenaire avec qui parler. Vous avez vraiment une personne hors de ce cocon à trois. Et il y a des fois, vous allez avoir envie peut-être de vous plaindre aussi de votre partenaire, même si vous avez tout fait pour éviter les biclash, tout peut pas être tout le temps tout beau tout rose. Hein, voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez pas vous plaindre à votre conjoint de tout. Vous pouvez juste dire à votre mère, oh purée, il fait bien, mais chaque fois la couche, il la met pas super bien. Un truc tout bête. Mais rien que ça, voilà, de pouvoir parler, ça fait du bien. Et on le voit, hein, il y a des études qui ont été menées, hein, des mères isolées. C'est celles qui sont vraiment isolées à 100%, qui ont personne sur qui s'appuyer. Mais c'est là où il y a le plus de risques de dépression postpartum. Et ce que vous pouvez faire pour préparer du coup tout ça, c'est pendant votre grossesse, vous créez votre réseau, votre village, comme on dit, du postpartum, les personnes sur qui vous pourrez compter, voir avec elles avant, leur dire écoute, est-ce que ça te dit que tous les jeudis tu viennes 2 heures pour m'épauler, papoter, peut-être m'aider sur une tâche, tel ami te dire ça te dit que un samedi par mois on se fait une après-midi où on sort, on va boire un verre si c'est possible, voilà, par rapport à ton bébé, etc. Mais essayer de définir ça et de dire voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être besoin de toi, peut-être que si je te donne pas de nouvelles pendant X temps, peut-être que ça serait bien que t'en prennes. Enfin, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on te demande ça, mais en fait on a tellement l'habitude avec nos amis des fois de pas s'écrire pendant tant de temps, mais tout est normal, et après on prend des nouvelles, ouais ça va, on va boire un truc, on se fait une bouffe et tout va bien. Mais pendant le postpartum, on a plus besoin des fois d'être quand même entouré. On n'ose pas forcément le faire. Et c'est bien préparé à ça. C'est que vous pouvez avoir des amis du coup qui ne sont jamais passés par là, donc elles comprennent pas. Donc c'est bien de leur expliquer, de leur dire écoute, si pendant plus d'une semaine t'as 0 nouvelles de moi, des fois on n'a pas l'habitude de se prendre des nouvelles toutes les semaines, mais là peut-être fais-le parce que s'il faut j'irai pas bien et j'oserais pas te le dire. Tu vois, de le dire avant, c'est plus facile que quand t'es dedans de le dire. Ou une femme même qui l'a déjà vécu, elle peut l'avoir vécu complètement différemment, lui dire aussi. De toute façon, si tu te sens bien avec tes amis, c'est des vrais amis, tu n'auras pas de difficulté à le dire, surtout en prévention. Que pendant que t'es dedans, appeler une amie et dire là vraiment je suis à bout, j'y arrive plus, on a l'impression qu'on a raté un truc, qu'on n'est pas une bonne mère, donc le dire c'est pas bien parce que tout un truc où on se fait encore mal au crâne. Mais c'est du coup moins évident de le faire quand on est en plein dedans, que pendant la grossesse, dire peut-être je vais passer par là, alors faudrait être vigilante, les signes de la dépression postpartum c'est ça, voilà, si moi j'ai fait pas gaffe, toi fais gaffe, j'en sais rien. Et voilà, prépare bien ton village avant,
Au moins une fois que t'es dedans, tu sais déjà que t'es entouré, que tous les jeudis t'as ta mère, qu'un samedi tous les mois tu vas faire du shopping, j'en sais rien, mais ça te permet aussi de te raccrocher à quelque chose et à la vie qu'il y a autour de toi et pas juste ta vie dans ton cocon avec ton bébé et ton partenaire. Donc retiens ces 3 choses, tu ne te compares pas. Les conseils non sollicités, ils passent par une oreille et ressortent par l'autre. Tu prépares ton couple pour anticiper le baby clash et essayer de l'éviter sur tous les points qu'on a dit, et tu crées ton village avec des personnes sur qui tu peux compter, et tu te renseignes à fond sur le postpartum, comment bien s'en remettre, tout ce qui peut se passer, l'évolution de ton bébé, etc., pour pouvoir traverser tout ça le plus facilement et avec le plus de douceur possible. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode il t'aura aidé dans ce sens. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Naître femme, renaître mère. Bisous les lionnes.